8h15, c'est une bonne idée de nous rejoindre. Natacha est avec nous pour nous parler d'un animal qui a été menacé de disparition. On peut même dire qu'il avait un petit peu disparu quand même. Il s'agit du castor. J'ai pas dit le myocastor, le castor qui a été chassé pour sa fourrure, qui peuplait nos rivières, qui a disparu quand même pendant un temps, au point qu'on est tout content d'en revoir, et notamment en Île-de-France. Exactement. Alors, chassé pour sa fourrure et pour sa chair, parce qu'on mangeait du castor. Oui, castor d'Europe, hein. Oui. Oui. Au XVe siècle, il y avait des castors sur tous nos cours d'eau, sur toutes nos rivières, sur tous nos fleuves français. Et puis, effectivement, à force d'être chassé, cet animal a disparu. Au début du XXe siècle, il ne restait pas plus qu'une petite centaine de castors très localisés dans la région de la Camargue. Et à partir du moment où on a accepté de protéger cette espèce, en 1968, et on a fait également des réintroductions à partir de ces castors de Camargue, eh bien petit à petit, ces castors ont recolonisé nos cours d'eau français. On va voir sur une carte un petit peu où ils sont présents aujourd'hui. Ils sont en train de grappiller du terrain. Ils sont de nouveau présents en Île-de-France. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le castor a plutôt bonne réputation. D'abord, on lui prête des talents d'architecte hors pair. Ils construisent des barrages. Ils construisent également des terriers-huttes que vous allez peut-être découvrir là à l'image. Ces terriers-huttes, ce sont vraiment des constructions assez hallucinantes qui sont... Voilà, là on voit le dessus d'un terrier-hutte, l'entrée se faisant par la berge, vraiment sous l'eau. Ce sont des constructions absolument incroyables. Alors, les castors sont suivis aujourd'hui par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il y a même un réseau castor, figurez-vous, qui existe en France. Je vous propose de découvrir ces spécimens et comment ils sont surveillés. On se situe en fait devant un terrier-hutte, qui est le gîte du castor. Donc le castor va passer ses journées en fait à l'intérieur de ce gîte pour se reposer. Le castor va creuser une chambre à l'intérieur de la berge et va ramener en fait ensuite des branchages au-dessus de cette chambre pour la protéger. Le castor a vraiment gardé cette crainte d'éventuels prédateurs, donc il crée en fait son entrée de terrier sous l'eau pour éviter justement qu'un éventuel prédateur terrestre comme le loup, l'ours ou le lynx puisse venir le consommer en fait. Les castors construisent également des barrages. Donc ces barrages-là ont deux objectifs principaux. Le premier, ils peuvent les édifier pour que le niveau d'eau soit toujours au-dessus de l'entrée du terrier. Et la deuxième raison, ça peut être de faire monter le niveau d'eau pour qu'ils puissent nager et atteindre d'autres zones qui sont assez éloignées de la berge. Une famille de castors peut avoir qu'un gîte principal. Mais des fois, les cours d'eau ont des grosses fluctuations de niveau d'eau, ce qui fait que la famille castor va avoir des gîtes secondaires qui peuvent être à d'autres niveaux sur la berge et qui répondront du coup aux exigences de l'espèce d'avoir une entrée de terrier qui soit toujours immergée, quelle que soit la hauteur du niveau d'eau. Le castor vit en famille et sur un territoire donné. On estime en moyenne qu'une famille de castors va vivre sur 300 mètres à 3 km de linéaire de cours d'eau. On peut avoir, pour le castor d'Europe, jusqu'à 6 individus. On va avoir les deux adultes qui sont fidèles, le mâle et la femelle, et tous les ans, il y a un cycle de reproduction avec 2 jeunes en moyenne qui naissent. Donc on a les 2 adultes, les 2 jeunes de l'année et les 2 jeunes de l'année d'avant. Donc là, Natacha, on est en présence d'un réfectoire. Donc on voit plein de branches qui ont été coupées par le castor. Donc on retrouve bien cette couleur beige. Manger ici. Il vient manger ici. Le castor est strictement herbivore. Par jour, il va consommer dans les 2 kg de ration de ligneux. Il rapporte ses branches ici, il les consomme, il les écorce et puis il les laisse là. D'ailleurs, là, il doit y avoir donc aussi une borne à castoreum. Là, si on regarde, c'est un tas de sable que le castor va faire avec ses pattes et en fait, il va sécréter une substance sur ce tas de sable, le castoreum, qui est une substance odorante que le castor va utiliser pour marquer son territoire. Donc souvent, si on sent un peu l'odeur, une odeur vraiment très, voilà, tout à fait très goudronnée, un peu mielleux. Et donc là, le castor clairement a dit ici c'est chez moi, je marque mon territoire. Et donc s'il y a un autre castor qui vient d'une autre famille, il va se dire tiens, il y a déjà une famille qui est sur le secteur. On voit ces branches qui ont été écorcées, qui ont été coupées. Les différents embouts des branches ont été sectionnés. On voit bien les traces de dents. Donc ils sont vraiment friands, les castors, de ces arbres quand ils tombent dans l'eau. Alors il y a certains arbres effectivement qui sont coupés par le castor, ça n'entraîne pas vraiment des dommages, à la différence du ragondin qui lui est une espèce exotique qui va couper plutôt de la végétation herbacée et qui va énormément détériorer les berges en faisant énormément de galeries, de terriers dans les berges.
à la différence du castor qui va faire qu'un seul terrier sur son domaine vital. Trop mimi. C'est vrai qu'ils ont une bonne tête, ils ont meilleure réputation que les ragondins, mais ils mangent quand même 2 kilos de bois ou d'écorce par jour. Ouais. Donc attention à vos armes, mais n'oubliez pas, le castor est un animal protégé, donc pas question de le déloger. Ouais, et le castor est poilu. Merci beaucoup, Bravo. Natacha.